Intro. Saviez-vous qu'une ancienne vedette hollywoodienne ne portait jamais de sous-vêtements sur le tournage et qu'une autre fit manger à son partenaire de jeu 8 morceaux de cheesecake dans une même scène? C'est choquant, non? Ce sont ce genre de secrets des coulisses. Nous les découvrirons. Pourquoi les studios continuaient-ils à engager des acteurs avec lesquels personne n'aimait travailler? Découvrons cela avec 15 histoires croustillantes de légendes difficiles d'Hollywood, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin était le génie du cinéma muet avec sa petite moustache et son chapeau melon, mais sur le tournage, il était pointilleux et autoritaire. Il voulait que chaque scène soit exactement parfaite, peu importe le temps que cela prenait. Dans l'un de ses films, il fit répéter à une actrice une ligne toute simple, pas moins que 342 fois. Elle n'avait qu'à dire « Fleur, monsieur » et il la fit refaire encore et encore. Ses covedettes étaient épuisées et profondément frustrées. Chaplin ne s'en souciait pas. Il avait écrit, réalisé et joué dans ses propres films. Il était donc le patron de tout ce qui se passait. On disait que travailler avec Charlie pouvait être un cauchemar car il passait des heures pour obtenir une scène. Parfait. Alors, vraiment, pourquoi était-il encore engagé? Parce que c'était un génie. Ces films, tels que City Lights et Modern Times, se sont révélés brillants et ont fait rire et pleurer le public. Les patrons du studio savaient que même si Charlie était difficile à travailler avec lui, le film final serait merveilleux. Un auteur a qualifié Chaplin de roi du retake. Les covedettes auraient peut-être grogné en secret, mais elles ont continué à travailler avec lui car sa perfection a porté ses fruits sur grand écran. Errol Flynn. Errol Flynn était une vedette d'aventure, célèbre pour l'escrime et pour se balancer sur des cordes dans les films. Hors caméra, clairement, il était un vrai fauteur de troubles. Vraiment. Il adorait faire la fête toute la nuit et arrivait souvent au travail en retard sans cesse. Dans les aventures de Robin des Bois, Errol agaçait ses réalisateurs en ignorant les règles et en arrivant en retard tous les jours. Il plaisantait et même tourmentait un réalisateur au point que le studio a dû le remplacer. Son ami proche, l'acteur David Niven, a dit « Tu savais toujours qu'Errol te laisserait tomber ». Il aimait semer le trouble pour lui-même et pour ses amis. Dans un film avec Bette Davis, Bette s'est mise en colère parce qu'Errol était mieux payé et elle pensait qu'il n'était pas assez sérieux en tant qu'acteur. Les collègues d'Errol Flynn levaient souvent les yeux au ciel face à ses frasques, à ses excès d'alcool et à son manque de discipline. Mais il obtenait des rôles principaux, car le public l'adorait. Il avait un charme magnétique et une énergie audacieuse qui faisaient de ses films de pirates et de héros de grand succès. Les studios toléraient les frasques d'Errol Flynn, car à chaque fois qu'il se démenait ainsi, les fans affluaient dans les salles. Même avec les scandales lors d'un procès, les studios savaient que son nom sur une affiche apportait de l'argent, alors ils soupiraient et gardaient près d'elle cet enfant terrible. Joan Crawford était une vedette glamour. Beaucoup de gens à Hollywood disaient qu'elle était très dure comme de l'acier sur les plateaux de tournage. Joan voulait les choses à sa façon et pouvait parfois être méchante envers ceux qui la contredisaient. Une histoire célèbre pendant le tournage de Johnny Guitar, Joan s'est mise en colère contre sa covedette Mercedes McCambridge au point de jeter les vêtements de Mercedes sur une autoroute afin que les voitures les écrasent. Mercedes a traité Joan de dame méchante et ivre, puissante, un véritable œuf pourri. Et Joan s'est montrée froide et prête. « J'ai 4 enfants, je n'ai pas besoin d'un 5e. » Aïe! Joan eut aussi une querelle légendaire avec l'actrice Bette Davis. Bette plaisanta. Joan avait fréquenté tous les hommes d'Hollywood, sauf Lassie. Et Joan répliqua « Cette querelle ne s'exprimait que par des cris. Joan tricotait calmement sur le plateau. Leur bagarre faisait vraiment parler d'elle dans toute la ville. » Les réalisateurs de Joan redoutaient souvent ses exigences de diva. Un réalisateur a d'abord refusé de l'engager, se plaignant de son haut de forme. Il était aussi contre elle et contre ses épaulettes. Mais Joan avait un vrai grand pouvoir de star. Elle exigea que les studios installent des machines Pepsi-Cola sur tous ses plateaux après avoir épousé le président de Pepsi. Pourquoi continuer à engager quelqu'un d'aussi difficile? Joan Crawford fut reine du box-office. Elle a obtenu un Oscar pour Mildred Pierce et jouissait d'une immense popularité auprès des studios. On a découvert que le travail de Joan menait souvent à des films à succès, même s'ils étaient poison au box-office.
Elle s'est frayé un chemin et est revenue de nouveau sur scène. Bref, Joan était peut-être reine sur le plateau, mais elle restait une icône d'Hollywood livrant des prestations qui faisaient vivre les studios. Bette Davis Bay. Davis avait de grands yeux brillants et un talent encore plus grand. Elle n'avait pas peur de jouer des personnages méchants ou audacieux à l'écran et hors écran. Elle pouvait être tout aussi fougueuse, vive et déterminée. Besh avait la réputation d'être extrêmement difficile, et des collègues capricieux et instables disaient que Betty devait être, à elle seule, tout un groupe et l'ensemble des instruments. Elle veut absolument tout contrôler et diriger chaque aspect de sa vie. Sur plusieurs films, elle provoquait des retards en s'emportant, en feignant d'être malade ou en refusant obstinément de continuer si elle était mécontente, entravant les tournages par ses caprices et son autorité manifeste. Une fois sur le tournage d'une émission télévisée, Betty insista pour effectuer une scène de dos à la caméra parce qu'elle n'aimait pas l'apparence de son visage blessé. Lorsque le jeune producteur se plaignit, Betty lui hurla « J'agissais bien avant que l'on ait même pensé à vous ». En gros, elle lui disait qu'elle était une star bien avant sa naissance. Elle pouvait être aussi insolente. Pourquoi les studios et les équipes ont-ils toléré le tempérament de Bette Davis pendant longtemps? Car elle était l'une des meilleures actrices de tous les temps. Bette Davis a remporté 2 Oscars et a été nommée 11 fois. Elle a offert des prestations d'une puissance qui ont ébloui le public. Ses films ont rapporté de l'argent et ont reçu des éloges de la critique. Les gens à Hollywood savaient que Bette pouvait être autoritaire et bruyante, mais ils savaient aussi que, lorsqu'elle était à l'écran, on ne pouvait pas quitter des yeux Bette. Comme l'a dit une collègue, Bette avait une cruauté créative, et elle faisait vraiment les choses à la dure. En fin de compte, son talent était si immense que les studios pariaient sur le fait que le drame en coulisses vaudrait le drame qu'elle offrait devant la caméra. Ulla Bankhead. Ulla Bankhead était une actrice de théâtre et de cinéma connue pour sa personnalité outrageuse. Elle fumait, elle buvait et elle disait tout ce qui lui venait assez spontanément à l'esprit. Certainement pas une dame typiquement polie des années 40 sur le plateau du film Lifeboat d'Alfred Hitchcock. Tallulah a choqué tout le monde en ne portant pas de sous-vêtements sous son costume. Lorsque l'équipage se plaignait d'elle de sorties et entrées révélantes, le réalisateur Hitchcock l'avait équipée. Je ne sais pas si cela relevait du service des costumes ou de la coiffure. Tallulah pensait que c'était drôle. Elle avait aussi l'habitude d'utiliser un langage très coloré et de raconter des blagues sales qui faisaient rire les gens plus corrects. Ses partenaires de tournage trouvaient parfois son besoin d'attention vraiment épuisant. Tallulah voulait toujours être vraiment au centre de tout. Elle aurait prétendu avoir beaucoup de liaisons amoureuses et irait même exhiber son corps devant des gens pour plaisanter. Un jour, l'un de ses co-acteurs dit qu'il ne pouvait pas dire s'il jouait ou suivait encore son côté sauvage, et les réalisateurs la recastraient. Pourquoi Tallulah avait un véritable talent et du charisme? Elle a remporté un grand prix pour une pièce de Broadway. Elle était inoubliable sur scène et au cinéma. Même si elle pouvait causer des ennuis, elle offrait des performances uniques et audacieuses. De plus, elle était célèbre dans la haute société, ce qui lui apportait de la publicité. Donc, même si elle avait enfreint la règle de Lula, son esprit intrépide et une voix unique l'ont maintenue au travail. Tout le monde pouvait secouer la tête devant ses frasques, mais il riait aussi et se souvenait d'elle. Cela a été très favorable et profitable pour le box-office. Mae West était la diva originelle d'Hollywood, celle qui adorait les doubles sens. Elle était astucieuse, drôle et toujours aux commandes, ce qui pouvait réellement rendre ses réalisateurs fous. Mae écrivait ses propres pièces. Et quand elle arriva à Hollywood, elle écrivit pratiquement ses propres films aussi. En fait, elle refusa d'apparaître dans son premier film à moins de pouvoir réécrire toutes ses répliques à son goût. Le studio céda et les répliques réécrites de Mae West devinrent célèbres, des reparties d'esprit. Mae West insista pour choisir ses partenaires de jeu, choisissait souvent des hommes qui ne lui feraient pas d'ombre. Si un acteur principal était trop grand ou trop beau, elle le remplaçait par quelqu'un de plus ordinaire. Mais devait être l'éclat du spectacle sur le plateau. On la connaissait pour arriver parfois en retard et retarder la production, mais elle souriait et lançait une de ses répliques connues.
Quand je suis sage, je suis très sage, mais quand je suis mauvaise, je suis meilleure. Les gens riaient en disant que May ne respectait pas les règles parce qu'elle les imposait. Elle luttait contre les censeurs avec un contenu provoquant et avait même été arrêtée une fois au début de sa carrière pour avoir joué sexe. Mais pourquoi Hollywood l'a-t-elle gardée? Mae West était une sensation, son humour était audacieux et le public des années 30 l'aimait. Ses films rapportaient entre des fortunes et avaient si même sauvé le studio Paramount de la ruine financière. À chaque fois, elle glissait une réplique en ronronnant. La bonté n'avait rien à voir avec cela, et la foule rugissait. Mae West était une femme d'affaires intelligente. Elle connaissait sa valeur et exigeait le respect. Alors que les réalisateurs auraient pu se plaindre que travailler avec Mae West était difficile, ils savaient aussi que lorsque Mae West était mauvaise, elle était meilleure. Et par mauvaise, nous entendons délicieusement espiègle et rentable. Judy Garland. Judy Garland a volé le cœur de tout le monde en incarnant Dorothy et le magicien d'Oz, chantant Over the Rainbow. Mais en grandissant, travailler avec Judy devint dur pour Hollywood. Judy avait une voix magnifique et pouvait illuminer l'écran, mais souffrait d'anxiété et était maltraitée par son studio pendant son adolescence et sa vingtaine. Judy arrivait souvent en retard au tournage ou était malade pour tourner, ce qui força les acteurs et les équipes à attendre longtemps. Dans un seul film des années 50, le studio a renvoyé Judy parce qu'elle arrivait des heures en retard ou parfois ne venait pas du tout, oubliant ses répliques et faisant des crises. La situation était devenue si grave qu'on la jugeait peu fiable, même inemployable, un gros mot signifiant que personne ne voulait l'embaucher car on ne pouvait compter sur elle pour finir le tournage. Les partenaires de tournage aimaient Judy comme amie, mais ils trouvaient que travailler avec elle était frustrant, car les horaires se chamboulaient dès qu'un producteur remarquait que les choses se déroulaient sans accroc. Une étoile est née. Judy était à l'heure pendant des mois, mais lorsque la pression monta, elle replongea dans ses anciennes habitudes et le tournage s'éternisait encore et encore. Pourtant, les studios continuaient à accorder à Judy une nouvelle chance. Pourquoi ? Son talent était tout simplement immense. Judy Garland pouvait chanter une chanson et faire pleurer ou rire le public comme personne d'autre. Quand elle était en scène, elle offrait une pure magie du cinéma, comme dans Summer Stock. Elle avait pris un retard terrible, mais ensuite elle interpréta Get Happy, et cela devint vraiment un numéro emblématique. Les studios espérant que ce film de Judy Garland se déroulerait sans accroc et reproduirait le succès de ses premiers succès. Les fans admirèrent encore et les dirigeants hésitèrent à laisser partir un talent pareil. Hélas, dans les années 60, la santé et la réputation de Judy furent compromis. Hollywood n'engageait plus la star, mais sa légende demeure. Démontrant que tous ses soucis en valèrent vraiment la peine pour la joie qu'elle apportait à l'écran. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe était l'ultime bombe blonde devant la caméra. Elle semblait si charmante, sans effort, hors caméra. Elle faisait blanchir les cheveux de ses réalisateurs et de ses costards par ses frasques sur le plateau. Marilyn était souvent très en retard sur le plateau, parfois des heures, à cause de ses insécurités et de ses maladies. Elle oublierait sans doute ses répliques. On ferait de nombreuses prises et l'équipe grognerait sans cesse. Et c'est reparti, encore. Dans la comédie, certains l'aiment chaud, comme le titre connu du film. Ces erreurs constantes ont rendu l'acteur Tony Curtis fou. En fait, il plaisantait que Kissing Marilyn était comme embrasser Hitler. Un autre costard a déclaré que Marilyn pouvait être vraiment méchante. La plus méchante femme est absolument fabuleuse à l'écran, tout à fait en même temps. Son réalisateur, Billy Wilder, l'a résumé par une célèbre citation. « Ma tante Minnie serait toujours à l'heure et ne retarderait la production. Mais qui paierait pour voir ma tante Minnie ?» Cela montrait que le charme de Marilyn valait les ennuis. En effet, personne n'aimait ses retards, tout le monde continuait d'engager Marilyn Monroe. Pourquoi, quand la caméra tournait, elle rayonnait? Des films comme Gentlemen Prefer Blonde ou The 7-Year Itch ont fait d'elle une icône. Elle était drôle, sexy et irrésistible. Le public tomba éperdument amoureux d'elle. Les studios firent fortune, car les spectateurs firent la queue autour du bloc pour les regarder.
Les réalisateurs de Marilyn apprirent à être patients et à faire des dizaines de prises si nécessaire, car le résultat final était en or. Un réalisateur a dit que travailler avec Marilyn était vraiment horrible, mais il a aussi avoué: qui paierait pour voir une personne ponctuelle, Tante Minnie, il paierait pour voir Marilyn, alors il supporte ces moments. Marilyn, sa tardivité, son coaching pendant les scènes, car une fois qu'elle a enfin trouvé le bon rythme, elle a illuminé l'écran comme personne d'autre. C'est un exemple classique d'une star dont l'éclat était si vif et vraiment saisissant. Tout le monde supportait plutôt vraiment une légère brûlure. Veronica Lake. Veronica Lake était l'actrice à la coiffure picaboo que toutes les filles des années 40 voulaient copier à l'écran, et son style restait inoubliable. Elle était séduisante et cool, mais en coulisses, Veronica avait la réputation d'être vraiment difficile. Elle était parfois en retard, impolie et peu coopérative, et elle a développé un grave problème d'alcool qui a profondément aggravé son comportement. En fait, sa co-vedette dans Sullivan's Travels, Joel McCrea, a refusé de tourner dans un autre film avec elle, disant: «La vie est trop courte pour 2 films avec Veronica Lake.» C'est une manière élégante de dire qu'elle était si pénible qu'il n'aurait plus jamais pris ce risque. Veronica était aussi connue pour des farces à ses partenaires. Elle n'aimait pas. Pendant le tournage du film I Married a Witch, elle n'aimait pas l'acteur Frédéric March qui devait la porter dans une scène. Alors, Veronica cacha un poids de 40 livres sous sa robe pour le faire lutter. Ces frasques lui valurent le surnom Moron Lake, donné par Hollywood, insinuant qu'elle n'était pas futée. L'attitude de Veronica avait véritablement entraîné le déclin rapide et marqué de sa carrière. Vers la fin des années 40, les rôles se tarissaient, car on disait qu'elle posait problème. Pour autant, pendant quelque temps, les studios l'ont engagée dans de grands films, car elle possédait un vrai talent et une présence à l'écran marquante, notamment dans ses premiers films comme This Gun for Hire et The Glass Key. Veronica Lake était une attraction du box-office. Le public était fasciné par son regard et son style. Pendant un temps, voir son nom figurer sur l'affiche d'un film signifiait des ventes de billets. Les studios essayèrent de gérer son comportement, espérant que Veronica ne viendrait pas et que la star glamour Veronica brillerait malgré tout. Malheureusement, ces soucis finirent par éclipser son talent et Hollywood tourna la page. Pourtant, Veronica Lake demeure une légende, un rappel que parfois les étoiles les plus brillantes s'éteignent rapidement, surtout si elles ne s'entendent pas bien avec les autres. Marlon Brando. Marlon Brando a changé le jeu d'acteur à jamais avec son style naturellement marmonné. Il était vraiment brillant devant la caméra, mais travailler avec Brando, oh là là, cela pouvait être un véritable cauchemar. À mesure qu'il gagnait en célébrité, Marlon prit l'habitude de défier les réalisateurs et de faire ce qui lui plaisait. Sur le tournage du film Mutiny on the Bounty, il prit en main le poste de réalisateur. Brando était souvent en retard, se brouillait avec ses partenaires et refusait même de jouer dans certaines scènes. Il n'aimait pas qu'un réalisateur remplaçant dise que Brando se contenterait de rester là et ne jouerait pas si le script ne lui convenait pas. Il ne pensait qu'à lui. Le point du réalisateur, Marlon exigeait des réécritures du dialogue et modifiait les répliques sur le coup. Il n'a pas non plus mémorisé ses répliques, parfois dans les années qui suivirent. Il employait des oreillettes cachées qui lui soufflèrent dans son dialogue. Ses costards étaient souvent déconcertés par son comportement. Par exemple, dans Guys and Dolls, Brando et Sinatra se disputaient toujours. Les frasques de Brando sur Mutiny on the Bounty ont gonflé le budget et allongé le tournage. Le film échoua et entacha sa réputation. Après cela, il n'obtint plus de rôle important pendant près d'une décennie. Alors, pourquoi diable tout le monde embauchait encore Marlon Brando? Car quand il avait vraiment envie de jouer, il était sans doute le meilleur qu'il y ait jamais eu. Les performances de Brando dans Un tramway nommé Désir au bord de la mer et, plus tard, Le Parrain restent emblématiques. Il a remporté des Oscars et le public était ébloui par lui. Les réalisateurs misaient sur Marlon, espérant obtenir le Brando motivé et non le Brando capricieux. À la fin des années 50 et dans les années 60, sa cote au box-office a chuté à cause de son comportement, mais Hollywood le considérait encore comme une royauté du cinéma.
Ils étaient d'aux près à tolérer son comportement de mauvais garçon en espérant un miracle cinématographique, et Brando a, selon ses propres conditions, livré certaines des plus grandes performances du cinéma. En bref, Marlon Brando était un enfant terrible brillant, exaspérant à travailler avec, mais absolument inoubliable à l'écran. Orson Welles a explosé sur la scène du cinéma en réalisant Citizen Kane à l'âge exact de 25 ans. L'un des plus grands films jamais vus. Il fut écrivain, réalisateur et acteur, et il savait qu'il était intelligent. Peut-être trop conscient de cela. Orson était célèbre pour son ego et sa vision obstinée. Il était difficile à vivre. Après son canular radiophonique sur la guerre des mondes qui effrayait l'Amérique, il partit à Hollywood avec un grand contrat qui lui donnait le contrôle total. Il a secrètement fait de Citizen Kane une œuvre inspirée d'un puissant magnate de la presse, William Randolph Hearst. Lorsque Hearst l'a découvert, il est parti en croisade, interdisant toute mention du film dans ses journaux et essayant d'empêcher sa diffusion. Orson s'est beaucoup battu avec les patrons du studio et les producteurs, insistant pour faire les choses à sa propre manière. On savait qu'il dépensait sans compter et négligeait les plannings, cherchant la perfection. Certains collègues admiraient de son génie mais disaient que sa personnalité était écrasante. Orson croyait toujours être le plus intelligent de la pièce, par exemple. En réalisant Les Magnifiques Emerson, Orson quitta le pays pour lancer un autre projet et le studio saisit l'occasion pour remonter son film. Ils en étaient tellement frustrés par lui. Alors pourquoi Orson obtenait-il tant d'opportunités? Son talent et sa créativité étaient hors du commun. Hollywood réalisa que chez Orson Welles, ils avaient un esprit capable de créer un art novateur. Il était brillant et innovant. Les acteurs aimaient être dans ses films, car ces films avaient tendance à devenir des classiques. Ils devenaient souvent des classiques. Même s'il était pénible à gérer, tout le monde voulait trouver le prochain Citizen Kane. Comme l'indiquait un article, Orson pouvait être difficile à gérer pour la plupart des gens, mais il était aussi un réalisateur brillant et créatif, et en effet, Welles a laissé une empreinte énorme sur les studios de cinéma. Parfois, on regrettait de travailler avec lui, mais il ne regrettait certainement pas les chefs-d'œuvre qui ont vu le jour lorsque les choses ont fonctionné. Frank Sinatra. Frank Sinatra était une superstar du chant qui jouait aussi dans de nombreux films. Il avait un charme à revendre devant la caméra, mais derrière elle, ses yeux bleus pouvaient être difficiles. Frank avait un tempérament fort et beaucoup d'influence à Hollywood sur les plateaux de tournage. Si quelque chose l'énervait, il n'hésitait pas à crier ou à quitter le plateau, par exemple. Pendant le tournage de Guys and Dolls, Sinatra voulait le rôle principal qui revenait à Marlon Brando et il y avait rancœur. Dans une scène, le personnage de Sinatra devait manger un cheesecake. Pendant que Brando parlait, sachant que Frank détestait le cheesecake, Brando, diaboliquement, débitait volontairement la dernière réplique de travers. À chaque prise, Sinatra devait manger une nouvelle part. Et après 8 prises, il craqua vraiment. Il jeta son assiette par terre et cria « Combien de gâteaux au fromage crois-tu que je puisse manger ?» L'équipe s'est peut-être mise à l'abri quand Frank a explosé ainsi. Sinatra était aussi connu pour faire les choses dans une prise et refusait d'en faire plus. Il dirait « Tu as compris? Passons ». Même si le réalisateur voulait une autre prise, les collègues de Sinatra le trouvaient intimidant. Certains le qualifièrent de brute quand il était de mauvaise humeur. Il avait aussi des liens, des amis mafieux qui faisaient peur aux gens de le croiser. Alors, avec tout ce bagout, pourquoi arrivait-il encore à décrocher des rôles? Vraiment. Parce qu'il était vraiment Frank Sinatra. Il avait un vrai talent de star et une énorme base de fans, notamment dans des films comme From Here to Eternity et High Society. Sinatra prouva qu'il n'était pas qu'un chanteur. Il pouvait vraiment jouer la comédie. Son nom sur une enseigne annonçant les spectacles promettait des billets qui partiraient vite et son chant plaisait. Quand il le voulait, Sinatra pouvait être professionnel et livrer une très belle prestation. Hollywood n'allait pas ignorer l'un des artistes les plus populaires, même s'il était casse-pied avec son chapeau. Les réalisateurs apprenaient à contourner les humeurs de Frank Sinatra en faisant les choses bien dès le premier coup. Bref, Sinatra dirigeait le spectacle comme le patron. On lui donnait un surnom. Tant que les films gagnèrent de l'argent, les studios suivaient.
Jerry Lewis. Jerry Lewis était le comique gaffeur qui faisait rire les spectateurs aux éclats des années 40 à 60. Devant la caméra, il faisait des grimaces et, pratfalls, mais hors caméra, beaucoup de gens ont découvert un côté pas très sympa. Jerry avait la réputation d'être grossier, sarcastique et extrêmement exigeant. Lorsqu'il faisait partie de l'équipe comique Martin et Lewis, Jerry accaparait souvent la vedette, et cela a finalement conduit à une rupture amère avec Dean Martin. Ceux qui avaient rencontré Jerry le trouvaient parfois odieux. Un garde sur le tournage a dit que Jerry était odieux, grossier et arrogant envers tous. Il pouvait être difficile lors des entretiens et des apparitions publiques, répliquant aux questions qui ne lui plaisaient pas. Plus tard dans sa vie, une vidéo de lui répondant par un seul mot à un intervieweur est devenue virale, car il paraissait si peu sympathique. Jerry faisait aussi des blagues moqueuses de temps en temps. Il dit un jour qu'il n'aimait pas les comédiennes. Ses humeurs sombres étaient l'envers de son énergie comique déjantée. Comme l'a dit une personne, Jerry avait un côté heureux et drôle et un côté sombre et en colère sur les plateaux. Jerry Lewis était un perfectionniste comme un aumônier. Mais à la différence d'un aumônier, il n'avait pas toujours la patience d'être poli en tant que réalisateur de ses propres films. Il pouvait être dur envers son équipe, les obligeant à suivre son rythme rapide et sa vision. Certains acteurs évitèrent de travailler avec lui plus d'une fois. Pourtant, Hollywood continuait d'engager Jerry Lewis ou de le laisser réaliser des films. Pourquoi ? Il fut un faiseur de comédie à succès dans les années 50 et au début des années 60. Ses films furent de grands succès au box-office, surtout auprès du public familial. Également en France, on le tenait pour un génie de la comédie dont la renommée internationale venait accroître son attrait. Les studios appréciaient aussi qu'il était un pionnier derrière la caméra. En bref, même si Jerry Lewis rendait la vie des gens autour de lui parfois difficile, il apportait des éclats de rire et des recettes de billetterie. Beaucoup disaient qu'il semblait qu'il y avait deux Jerry, le garçon maladroit à l'écran et le gars bourru hors écran. Tant que le gamin loufoque faisait vraiment rire les gens. Hollywood toléra le grognon. Wallace Beery, en effet. Wallace Beery était un acteur de caractère qui interprétait souvent le barman bourru à l'écran. Il s'avère qu'il était assez bourru dans la vie réelle aussi. Dans les années 1930, Wallace Beery était une vedette majeure des studios MGM, mais personne qui travaillait avec lui ne semblait l'aimer. On le connaissait bien comme un tyran égoïste sur le plateau. Par exemple, le jeune acteur Jackie Cooper a tourné quelques films avec Bee, dont Le Champion, où Bee jouait le père de Jackie. Jackie a ensuite dit que Wallace Beery le traitait vraiment comme un chien indésirable. Dès que les caméras cessèrent de tourner, Bee prenait vraiment la vedette au détriment du pauvre enfant qui essayait de voler les scènes et l'attention par jalousie. À un moment ému, juste après une scène, le petit Jackie serra Bee et Bee dans ses bras, puis le repoussa sans le moindre égard. Quelle cruauté ça! Bee est même allé voir les responsables du studio et a fait adopter une règle selon laquelle aucun enfant acteur ne pouvait obtenir de gros plans dans ses films. Il ne pouvait même pas partager l'écran avec un enfant. Les adultes n'en étaient pas mieux lotis. Beery s'est fréquemment brouillé avec les vedettes les plus en vue de son époque révolue. Il a quitté le plateau du Grand Hôtel et s'en alla de la production jusqu'à ce que Joan Crawford apprenne enfin à jouer. Il a dit qu'il s'en prenait aussi à la charmante et talentueuse actrice Jean Harlow, qui ne pouvait vraiment pas le supporter non plus. Il était si méchant qu'une de ses costards, Mary Dressler, l'a surnommé un babouin et a menacé de le faire se comporter, ce qui, chose choquante, le fit agir comme un petit garçon réprimandé pendant un moment. On se demande vraiment comment quelqu'un pourrait accepter de travailler avec Wallace Beery. Et pour quelles raisons les studios le gardaient autour. Il rapportait énormément d'argent. Au début des années 1930, Beery était si populaire que le contrat de MGM disait qu'il devait être payé $1 de plus que tout autre acteur du studio. Le public adorait les personnages bourrus et assez drôles qu'il incarnait. Il jouait souvent dans des films d'aventure et de famille qui rencontraient un grand succès. En gros, c'était le méchant. Les gens aimaient regarder. De plus, une partie de sa méchanceté était passée inaperçue parce que c'était l'ancien système des studios. Les acteurs étaient au sous-contrat et les studios les mettaient ensemble dans des projets, même s'ils se détestaient. Wallace Beery tirait parti de ce pouvoir.
Ce n'est qu'avec les années qui ont suivi que son comportement difficile a ralenti sa carrière, mais pendant un temps, même si les Covedettes le détestaient, Wallace Beery était un atout pour attirer le public. Le studio est à même intervenu lorsque lui-même s'est retrouvé à égalité pour l'Oscar, veillant à ce qu'il obtienne le trophée. Ainsi, en effet, la leçon de Wallace Beery, on peut être champion à l'écran et dupe hors écran et avoir Hollywood à tes pieds, au moins pour un temps.